Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition, la 9e du podcast Média Sorare. Comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec et pour aujourd'hui, c'est une invitée qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection. Elle nous racontera ses temps forts et moins forts et répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare et du sien également. J'analyserai aussi, comme à l'habitude, une galerie d'un auditeur. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Tom alias Fuzio, ancien spécialiste de l'achat-revente sur FUT FIFA, qui a troqué sa manette contre des cartes virtuelles et qui a fait de Sorare son activité principale professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie LBI pour Marie la Belge Imaginaire, qui est la première invitée au féminin de ce podcast et qui viendra nous parler de son aventure Sorare et de sa vie bien remplie. Salut Marie. Salut Mehdi, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et écoute, je suis honoré d'enfin avoir une personne qui me représentante de la gente féminine au podcast, parce que oui, il y a aussi des femmes qui jouent et qui sont sur Sorare, donc c'est très chouette. Et en plus, tu es une compatriote, tu viens de Belgique. Et oui, belge et assez fière de l'être. Ouais, il n'y a pas beaucoup de filles sur Sorare et tout grand merci pour l'invitation. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de quoi. Tu viens de quelle région en fait en Belgique ? Alors moi je viens de la région bruxelloise et puis on va dire que je me suis un peu expatriée un peu partout et là je suis dans la région de Namur. Ok, dans le Namurois, quel endroit exactement à Namur ? Fais un peu la promotion. C'est vraiment la frontière entre Namur et le Hainaut, donc je suis à une demi-heure de Charleroi, près des barrages de l'Odeur, etc. Si tu situes un petit peu. Très chouette endroit. Et pour nos amis français, une petite bière à conseiller de ton coin ? Oh là, moi j'aime bien la bière des amis, mais c'est pas trop de mon coin. C'est moi connu. Ah bah écoute, Marie, présente-toi s'il te plaît à nos auditeurs. Donc Marie est ton surnom sur Sorare, Marie LBI. Explique-nous tout. Alors, moi je m'appelle Marie, donc Marie LBI sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu homogénéisé tout ça. Je suis un petit peu plus connue sous le nom de la pronostiqueuse aussi, puisque je viens du monde des paris sportifs. J'ai 26 ans et je suis un petit peu quelqu'un qui touche à tout. J'adore tout ce qui est réseaux sociaux, etc. J'ai créé la page Ma Pro League. Il y en a beaucoup sur Sorare qui connaissent justement ce Twitter qui parle de l'actualité du football belge. Je suis diplômée en droit et puis à côté de tout ça, je fais un petit peu de tout. Je suis community manager pour une boîte de paris sportifs. Je commande des matchs de foot aussi à mes heures perdues de temps en temps. Et puis, accessoirement, j'ai commencé Twitch. Et ça va, t'as assez 24 heures, ça te suffit pour faire tout ça ? Ouais, j'ai même du temps pour regarder des matchs de foot et me poser chez moi. Donc, comme quoi. Et tu commandes des matchs de foot sur quelle chaîne ? Les Français connaîtront pas, je pense. Je commande des matchs sur Eleven pour si un petit peu les Français, c'est l'équivalent de beIN en Belgique. Pour le moment, je me limite au football féminin belge, mais bon, j'espère pouvoir commenter de plus en plus de matchs et de tester un petit peu de tout, quoi. Ouais, je me suis un peu intéressé à ça. Est-ce que tu les commentes en direct dans les stades ou bien t'es dans un studio ? Non, on est dans des studios. Je suis toute seule avec mes petites télés. J'ai le réalisateur dans les oreilles et je commente le match. Écoute, génial. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Écoute, depuis septembre. En fait, j'ai été contactée par Eleven pour commenter des matchs parce qu'ils cherchaient des voix féminines, je pense. Et donc, j'ai fait les différents tests et puis ils ont aimé ma voix et donc je fais ça. De temps en temps, je fais des déplacements pour aller voir les matchs justement et noter tous les timecodes, etc. pour faire les highlights. Donc voilà, ça occupe un peu mes week-ends. Et quoi, tu fais ça tous les week-ends ? Non, puisque à côté de ça, je fais toujours des études. J'essaye de faire 1 ou 2 week-ends par mois pour essayer d'avoir quand même un petit équilibre dans ma vie, quoi. C'est une vie super chargée. Et pour faire la transition, comment est-ce que tu as connu Sorare ? Justement, ça vient de Ma Pro League. Donc je crée le Twitter Ma Pro League avec Clément qui est mon acolyte, parce que à ce moment-là je me dis que on n'a pas de médias où on peut retrouver toutes les informations sur la Pro League. Il faut aller sur à chaque fois les Twitter des équipes pour trouver les compositions, pour trouver les informations sur les blessures, c'est infaisable et donc je me dis que ça peut être intéressant et que ça manque un petit peu dans l'univers réseaux sociaux. Et de là je vois qu'on a énormément de follow et à chaque fois des Français, donc je comprends pas trop. Je me dis il y a de l'engouement sur le championnat belge et au final à chaque fois
fois, je vois la même chose qui apparaît dans la bio, c'est Sorare. Donc de là, un petit peu intrigué, on regarde ce que c'est. Forcément, première réaction, qui met autant d'argent sur une carte, qui se réveille sur un ordinateur. Et en fait, à la même période, plus ou moins, il y a The Noob qui me contacte, qui lui me suivait, parce qu'il suivait mes pronostics justement sur la pronostiqueuse. Et là, il me dit, est-ce que ça te dirait de faire un petit stream où je te présente le jeu? Parce que moi, je suis sur le jeu depuis pas mal de temps. Et puis, de fil en aiguille, on a fait ce live. Presque directement après, je me suis lancée sur le jeu. Ah bah c'est une chouette histoire. En plus, c'est avec The Noob qui est, je crois qu'il a la casquette d'ambassadeur d'ailleurs, qui est assez connu dans la communauté francophone. Ça me fait penser à des comptes Twitter maintenant de plus en plus il y en a un exemple concret où j'ai vu cette semaine, c'était le compte Twitter, je pense, des Kawasaki Frontal, et il recevait tellement de questions en fait de joueurs Sorare qui demandaient est-ce que tel joueur est blessé et tout. Il en a eu marre, je pense, et il a mis un tweet, écoutez, si c'est pour Sorare, voilà, j'ouvre, je sais plus, une sorte de cagnotte, je crois que c'était My Coffee ou un machin comme ça, parce que il s'est dit ok, c'est chouette, je donne des informations somme toute globales parce que je suis fan de cette équipe-là, et puis c'est vrai que les Sorariens sont absolument partout en train de contacter tous les comptes Twitter qui tournent autour du foot. Ouais, c'est assez spécial, c'est assez comique, et ça me fait penser un peu à ton histoire avec Ma Pro League. Tu as un compte Discord également avec Ma Pro League? Ouais, c'est ça. Un petit peu justement dans cette philosophie-là, d'où est venue l'idée. On a quelqu'un qui nous a contacté en DM et nous a demandé en fait si c'était possible de nous remercier pour tout le travail qu'on faisait pour la communauté Sorare. Et de là, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de mettre en place un Discord où les informations seraient beaucoup plus centralisées pour quelqu'un qui vient de Sorare et qui cherche vraiment rapidement l'information avant sa Game Week. Donc typiquement, on a des listes par club avec à chaque fois les joueurs absents, incertains, etc. et la raison du pourquoi, du comment, etc. Et un petit peu dans cette idée de cagnotte, on demande une petite rétribution en contrepartie pour le travail fourni. Mais encore une fois, c'est plus, on va dire, la globalisation qui se retrouve sur le Discord, puisque toutes les infos sont retrouvables gratuitement sur notre Twitter. Ok, super. Alors pour terminer ta petite présentation, quelles sont tes passions dans la vie, si tu as encore du temps en dehors de tout ce que tu m'as dit? Le foot, évidemment. Déjà, grâce à Ma Pro League, je passe vraiment mes week-ends devant le football belge, notamment. Et dès qu'il y a des petites possibilités de regarder du football étranger, je le regarde. Les réseaux sociaux, j'y suis depuis maintenant pas mal de temps. Ma Pro League, la pronostiqueuse, maintenant Marie LBI. Et donc forcément, ça laisse pas de temps pour d'autres passions. J'aime bien le voyage aussi, mais souvent je lie un petit peu le voyage avec le football en allant voir un match quand je peux. Donc voilà. C'est très très chouette. Moi, je vais faire la même chose à partir de demain. Je pars à Lisbonne avec une bande de managers néerlandophones de la communauté Sorare Belgium que tu dois certainement connaître, et on part aller voir un match de foot. Donc on allie voyage et foot. Ta passion du foot, elle vient d'où en fait? Écoute, est-ce que ça viendrait pas d'une frustration à la base? Peut-être. Depuis que je suis toute petite, je joue un petit peu au football, mais à la cour de récré, à la plaine de jeu, etc. Et mes parents ont jamais voulu que je joue au foot. Pourquoi? Je sais pas. Je sais même pas en vrai. Et donc du coup, ils regardaient pas de foot. Je pouvais pas forcément regarder du foot à la télé parce qu'ils étaient pas trop pour. Et en grandissant, en fait, mon cousin m'a un petit peu inculqué cette philosophie du football. On jouait en cachette à FIFA, à PES sur la PlayStation. Et puis en grandissant, je me suis un petit peu libérée entre guillemets de cette mainmise par mes parents, et je suis tombée dedans quoi. Vraiment, j'ai commencé à regarder moi-même les matchs et à être totalement passionnée et amoureuse du football. Ouais, donc c'est pas venu de tes parents, c'est assez fou comme ça. Pas du tout. Mais bon, c'est un contre-pied. Écoute, c'est pas plus mal. Écoute, on va aborder ton parcours, ton aventure dans Sorare. Pour les auditeurs, je vais rapidement présenter ta galerie. Donc tu t'es inscrite le 14 avril 2021, donc il y a un peu moins d'un an. Tu as 47 cartes, 44 cartes limited et 3 cartes rares. Tu as déjà remporté 30 rewards et tu as une galerie qui est estimée à 3 Ethers ou 9000 $. Donc c'est quand même pas mal. Et alors un pourcentage très intéressant, c'est que ton ratio reward par rapport au nombre de line-up que tu as aligné atteint quand même 42,25%. Donc ça veut dire que tu dois avoir des joueurs de qualité dans ta galerie. Ça c'est pour la présentation de ta galerie. Donc maintenant raconte-nous un peu tes débuts vraiment dans Sorare. T'en as un petit peu parlé, hein. Je suis rentrée en avril. C'était pas forcément la meilleure période puisque avril, on le sait, c'est plutôt la fin des championnats européens que le début. Et donc là, j'ai commencé
commencé avec 300 € dans le jeu et je voulais pas me lancer à tout va et acheter des joueurs un petit peu en veux-tu en voilà, surtout que on va dire les termes, je suis un petit peu un rat et donc je suis proche de mon argent. Donc je voulais vraiment faire attention et on va dire que j'avais plus la notion de l'argent que je l'ai maintenant sur ce rare parce que là t'as presque l'impression que t'achètes une carte à 0,02, ça représente quoi réellement? C'est un petit peu ton avis un petit peu biaisé, ça reste très abstrait. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de limited, il y a que les rares et c'est un budget très très limité. J'avais l'avantage justement d'avoir la One Shot League pour me lancer. C'était donc un side game un peu à la Sorare Mega où comme sur mon petit gazon, on pouvait prendre des joueurs qu'on achetait avec des sortes de coins et se faire une galerie et de là participer au Game Week le week-end pour tenter de gagner des cartes sur Sorare. Et c'est bien tombé parce qu'au final c'était de la Pro League. Donc là j'ai gagné 1 ou 2 cartes sur la One Shot League. Ça m'a permis d'un petit peu étoffer déjà ma galerie à ce moment-là. Et le premier réflexe ça a été du coup de se concentrer sur des joueurs de Pro League puisque la Pro League en général c'est l'un des championnats qui reprend le plus rapidement possible. Bon là je crois que c'était début août parce qu'il y avait eu l'Euro, mais en général c'est mi-juillet. Et donc là je me suis dit que j'allais partir sur des joueurs qui avaient un petit peu sous-perfé en fin de saison. Comme ça de tête, je pense à des joueurs du standard où en play-off ils avaient été catastrophiques, mais des joueurs que je savais titulaires pour pouvoir tenter d'aller accrocher ces premiers paliers. Et puis à côté j'avais quand même la chance d'avoir une bonne petite communauté sur Twitter et donc je faisais un petit peu découvrir Sorare à la communauté Team Parieur comme on l'appelle, ce qui me rapportait déjà des récompenses de parrainage et donc indirectement je pouvais faire augmenter ma galerie grâce à ça. Ouais, de manière naturelle. Pour nos éditeurs, la One Shot League qui n'existe plus était un side game qui était développé je pense par Ubisoft en partenariat avec Sorare et c'est vrai que c'est dommage que ça n'a pas été prolongé. Maintenant il y a d'autres side games et peut-être qu'il y en aura encore d'autres qui seront spécifiques à certains championnats. Donc au début tu visais principalement donc les paliers. Comment a évolué ta stratégie? Parce que je vois aujourd'hui t'as plus que 3 cartes rares. Ouais, et encore c'est parce que c'est des gardiens asiatiques qui n'y jouent pas et je me dis que si jamais ils jouent c'est jackpot. Mais comment est-ce que ma stratégie a évolué? Écoute, il y a eu la sortie des limited. J'allais chercher le premier palier, le deuxième palier, mais en termes de fun on était proche du néant. Voilà, j'étais presque certaine que mes joueurs seraient tout le temps titulaires parce que j'avais pris des joueurs titulaires. Ça avait un petit peu évolué avec l'achat d'un gardien, ce qui est déjà une sacrée somme en rare. Et donc au final vraiment tous les week-ends j'allais chercher mon petit palier quoi. Et là il y a les limited qui sortent et je demande justement à The Noob ce qu'il en pense et il me dit que limited ça pourrait être intéressant parce que je pourrais justement avoir ce petit pourcentage de fun en plus avec des possibilités de vraiment faire des choix le vendredi, tu vois, parce que là j'avais 6 cartes, j'alignais mes cartes et ça se limitait vraiment à ça. Je venais juste chercher mon argent sur ce rare en fait. Et donc je me suis dit vas-y on vend tout, surtout qu'il y avait eu cette fameuse annonce du gameplay et comme quoi les paliers allaient disparaître. Donc je me suis dit je vends tout, je me positionne sur les limited, même si le budget n'était pas encore énorme non plus, mais grâce à ça j'avais la possibilité d'aller chercher des T1, parfois des stars et de faire plusieurs équipes le week-end. Ouais, donc un peu plus de SO5, un peu plus avec la casquette de manageuse. Tu as dû vendre, donc ta stratégie c'était quoi? T'as décidé de vendre d'un coup la plupart de tes cartes rares qui étaient encore utiles pour les réinvestir dans les limited ou t'as rajouté un budget pour acheter tes limited? J'ai tout vendu. J'ai tout vendu et ça je le rappelle souvent sur mes streams parce que forcément la valeur de ma galerie est un petit peu biaisée parce que oui je mets 300 ou 500 € sur le jeu mais quand on regarde la valeur de ma galerie je suis presque à 10 000 et j'ai eu la chance en fait d'avoir l'unique en décembre je crois et donc forcément c'est ce qui a permis à ma stratégie d'évoluer énormément parce que c'était H. Rozovski de Genk. Il valait à ce moment-là quand je l'ai vendu c'était 1,1 ETH et donc forcément à partir de là ma stratégie était beaucoup plus intéressante pour moi et j'avais vraiment la possibilité d'améliorer cette galerie. Ouais, et surtout qu'au moment où c'était à quel moment où t'as commencé à acheter les limited, au moment où c'est sorti ou peu de temps après? Ouais, on va dire 1 mois après la sortie. Typiquement Ansu Fati est un des vestiges de ce moment-là. Mais donc à ce moment-là, j'avais une équipe, l'idée c'était vraiment d'aller chercher des T2, on va dire, avec toujours comme stratégie des joueurs de Pro League parce que c'est ce que je maîtrise le mieux et du coup, je visais surtout des joueurs assez réguliers. Je pense à par exemple Einen qui ont souvent un score de 60 dans ces eaux-là. Puisqu'au début sur les limited, il n'y avait pas non plus énormément de monde, j'allais souvent sécuriser la T2, la T3 quoi. Tu parlais d'Ansu Fati. Alors en regardant le dernier tweet où tu annonçais à ta communauté que tu étais invité sur le podcast, t'avais dit ouais mais je promets je parlerai plus d'Ansu Fati. Alors moi je voudrais quand même connaître cette histoire d'Ansu Fati.
C'est quoi le problème? C'est que le fait que tu l'aies pris et qu'il soit tout le temps blessé, que tu puisses jamais l'aligner, qui fait le buzz. Il fait le buzz de Piansou. Non, mais en fait, je l'achète à un très très bon moment. Je l'achète pas cher au début des Limited où du coup il y a certaines cartes qui ont pas du tout explosé. J'avais le choix entre lui et Vinicius, tu vois, donc comme quoi. Aïe. Et donc je pars sur Ansu Fati et je l'achète, je crois, à 0,080 ETH. Et c'était le moment où il avait déjà sa blessure au genou, mais il allait revenir pour le début de la saison. Résultat, il joue 2-3 matchs, il fait des scores énormes, il monte jusqu'à 0,5 ETH. Ah, enfin, je vais pouvoir jouer avec. Ça va vraiment faire évoluer mon jeu sur le SE5, etc. Et puis, la suite, on la connaît, hein. Il s'est reblessé. J'ai été patient. Il s'est re-blessé. Je me suis dit que j'allais le garder. Puis, il y a eu toute cette communication du Barça autour de lui. En mode, on fait attention à lui, il est fragile, il faut lui laisser le temps. J'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, ils ont compris qu'il fallait pas le relancer trop rapidement. Et puis là, il joue les prolongations. Je crois que c'était contre Bilbao. Et il se reblesse. Et en fait, depuis ça, tout le monde me dit, il faut le vendre parce que je fais du bénéfice dessus, mais d'un autre côté, je me suis attachée au joueur, je sais qu'il peut valoir beaucoup plus et donc j'arrive pas à le vendre. Il est intouchable dans ma galerie malheureusement. Je regarde là en direct et c'est vrai que tu l'as acheté à 0.08 et aujourd'hui, quand je prends la moyenne des 3 derniers jours, c'est 0.217, donc c'est quasiment du x3. Mais ouais, je te suis. Écoute, il est très jeune, hein, donc. Bah oui. Et là, bon, j'ai pas envie de porter la poisse, mais il a pas une blessure qui est très très grave, donc il devrait revenir prochainement, en espérant que ça soit pour un peu plus longtemps. Bon, maintenant, enfin, j'ai compris cette histoire autour d'Ansu Fati. Enfin, ça t'empêche pas d'avoir des très beaux autres attaquants comme Benzema, Tadic, Ito. Voilà, effectivement, comme tu dis, t'as beaucoup de joueurs belges, donc ça me permet aussi de faire une belle transition avec ton sujet de prédilection, qui est évidemment la Pro League. Alors, dis-moi pourquoi t'as choisi ce thème-là et qu'est-ce que tu entends par spécialisation, évidemment, parce que tu parlais beaucoup d'informations que tu mets sur ton compte Twitter, dans ton compte, sur ton Discord également. D'où vient cet amour pour la Pro League? Alors d'où est-ce qu'il vient? C'est une vraie bonne question. Écoute, je sais pas. Ne me dis pas parce que je suis belge. Parce que je suis belge. Non, mais je pense parce que moi je l'ai pas l'amour de la Pro League, tu vois. L'amour de la Pro League, je l'ai eu grâce à Sorare. Avant ça. Mais t'es honteux, Mehdi. T'es honteux. Je sais, mais écoute, voilà. J'aime bien regarder le beau football et j'avais du mal de regarder des matchs de Pro League. Voilà. Quel est le sous-entendu? Alors, la Pro League, c'est pas du beau football? Écoute, quand t'as l'habitude de regarder le Barça tous les week-ends, ce qui était mon cas, ouais, c'est pas la même chose, quoi. Mais bon, voilà. Il y a une vie, comme pour tout, je crois, tout manager, une vie avant Sorare et après Sorare. Donc, je regarde beaucoup la Pro League. Maintenant, je te laisse développer là-dessus. Écoute, en vrai, je pense que mon amour pour la Pro League est né au fur et à mesure avec le compte Ma Pro League. Donc à ce moment-là, ça fait même pas très très longtemps que je suis la Pro League, ça fait peut-être 1 an, mais je suis comme ça, tu vois, comme un peu un footix qui regarde les playoffs parce que c'est intéressant, il y a que les grosses équipes qui jouent et c'est que des gros matchs les week-ends. Et puis avec la création de Ma Pro League, au final, ça nous a forcé à regarder forcé avec des grands guillemets, à regarder tous les matchs parce que dès qu'il y a un carton jaune qui est synonyme de suspension, on le tweet. Dès qu'il y a une sortie sur blessure, on le tweet. Et donc du coup, je regarde tous les matchs depuis maintenant 2 ans, 3 ans, et forcément l'amour il est venu en même temps, quoi. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Déjà parce que je suis belge, mais en plus j'ai l'impression que j'ai un petit peu du coup été catégorisée Pro League. Maintenant les gens quand ils viennent me contacter sur les réseaux sociaux, c'est vraiment toujours des questions Pro League et c'est cool parce que c'est vraiment le championnat que j'ai l'impression en tout cas de maîtriser le plus. J'ai pas d'infos inside des clubs, etc. malheureusement. Mais le fait d'avoir tout le temps la tête dans les médias belges, néerlandophones, francophones, j'ai l'impression de les maîtriser et du coup, ça influence énormément ma stratégie sur Sorare parce que moi je pars un petit peu de ce principe que j'aime pas du tout me concentrer sur des championnats où j'ai pas de maîtrise, j'ai pas le temps de regarder les matchs, typiquement la MLS le soir je dors, et où j'aurais pas toutes les infos possibles. Et là avec la Pro League, j'ai tout, quoi. Enfin presque tout. Et Ma Pro League, donc ton compte Twitter, tu l'as créé donc si j'ai bien compris il y a 2-3 ans, c'est ça? Ouais.
c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment? Parce que tu dis, ouais, l'amour de la Pro League est venu avec la création de ma Pro League. Mais comment est venue alors la création de ma Pro League? Bah, la création de ma Pro League, je l'ai un petit peu dit, hein, c'était le fait que moi déjà, je suis amoureuse des réseaux sociaux, tu vois. Je suis je suis vraiment une pile électrique. J'ai tout le temps besoin d'avoir des projets, des ci, des ça. Et du coup, ben, je me suis dit, bah, il y a pas, bah, je le fais, tu vois. Okay. Tout simplement, ça n'existait pas, je le fais et je l'ai fait. Et maintenant, je suis fan. Ok, mais en tout cas, ta démarche, elle est tout à fait pertinente et c'est vrai que c'est un conseil à tous les auditeurs, à tous les managers de pas trop s'éparpiller et c'est vrai que là quand je regarde ta galerie, t'as énormément de joueurs belges, mais ce sont des bons joueurs belges. Je vais te laisser poser quelques questions justement par rapport à des avis sur certains joueurs et certaines équipes, mais c'est vrai que se spécialiser même dans Sorare sur un championnat voire deux qu'on maîtrise très très bien, bah ça permet de connaître les pics de forme, de méforme des joueurs, les changements de coach. C'est vrai que tu parlais que tu suis les médias au niveau aussi bien francophone que néerlandophone, donc t'es toujours au taquet au niveau des dernières news, que ce soit des suspensions, des blessures, des éventuelles rotations. Pour la petite anecdote, je suis aussi sur ton compte Ma Pro League, je regarde aussi, je suis pas mal de choses aussi, et c'est vrai que vos compositions sont assez pertinentes. De temps en temps, je fais un petit truc différent, etc. Par exemple pour Anderlecht, mais Anderlecht c'est encore un peu spécial. Là, ça a l'air d'avoir une certaine stabilité au niveau du 11, mais la première partie de la saison, c'était absolument galère avec compagnie qui arrêtait pas de faire tourner et il n'arrivait pas à trouver son 11 de base. Mais ouais, c'est vraiment un super conseil de se spécialiser dans certains championnats. Alors, la Pro League, est-ce que tu as une équipe préférée d'abord? Non, même pas. Bah forcément, enfin, j'ai une équipe que j'aime bien chaque saison, tu vois, très très footix, ça fait très très footix. Je supporte pas d'équipe en Belgique, moi je suis une supportrice de Chelsea et ça reste Chelsea. Okay. Mais du coup en Belgique, bah j'ai l'impression que j'ai une approche totalement différente d'une supportrice, d'un supporter, et je peux peut-être un petit peu plus apprécier le entre guillemets beau football, puisqu'on l'a compris, tu considères que ce n'est pas du beau football. Mais typiquement là cette saison, quand tu regardes des équipes comme l'Union, ben tu as des étoiles dans les yeux, quoi. Évidemment, là je te suis à 100% et même quand tu vois le Genk, bon au début de saison c'était un peu plus galère, mais quand tu regardes le Genk de l'année passée et là maintenant ça commence à revenir aussi tout doucement, c'est vrai que c'est beau à regarder. Donc t'as pas d'équipe préférée. Alors les équipes que tu préfères regarder donc cette saison c'est l'Union. Voilà, je pense que la plupart des Belges sont d'accord. Et tes joueurs préférés en Pro League? Alors mes joueurs préférés en Pro League, bon il y a Ito, mais bon ça c'est un peu influencé par par sa carte Sorare aussi, je pense. Non mais je te suis, j'adore Ito aussi. Mais Ito c'est le joueur un peu de l'ombre. Bon là forcément il fait des stats donc on en parle beaucoup plus, mais il était un petit peu dans l'ombre d'un Bogonda, d'un Onuachu la saison dernière, alors que c'est lui qui les fait briller, tu vois. Donc Ito, voilà, c'est le crack Ito. Qui d'autre? Je te suis à 100%. J'aime bien Thomas du côté de l'Union, Thomas, Nielsen, et puis bah les petits jeunes, hein, les deux Ketelaar du côté de Bruges, Selemani, mais bon le problème c'est que lui j'ai l'impression qu'il y a un peu un plafond de verre au-dessus de lui, mais j'aime tout, je te jure, c'est terrible. Ouais, Selemani, ouais, il est ça me fait penser un peu aussi à un Dompe aussi qui, je veux pas dire qui est un peu perdu à Zult, mais voilà, qui a un niveau clairement au-dessus que le reste de l'équipe et un peu comme Selemani, c'est un peu spécial. Toi qui a pas mal d'infos, donc tu connais probablement des journalistes avec ton compte, ce que tu fais quand tu commandes des matchs de foot, tu dois avoir certains contacts avec des journalistes aussi. Ouais, j'en ai quelques-uns. Après, je t'avoue que c'est pas des contacts où je reçois des informations, c'est plus des journalistes qui nous contactent pour nous soutenir et nous dire qu'ils trouvent le projet dingue. Typiquement, il y a certains journalistes d'Eleven qui commentent le football belge tous les week-ends et qui nous envoient des messages en disant on a activé les notifications sur votre compte parce que c'est super intéressant les stats que vous sortez, etc. quoi. Donc ça fait trop plaisir. Ah, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses par rapport justement à peut-être donner ton avis, ton sentiment par rapport à l'éventuel mercato, enfin pas l'éventuel parce qu'il y en aura un en fin de saison, et quels sont les mouvements que tu
penses qu'ils vont se passer au niveau des différentes équipes? Quand on prend des gros noms du championnat belge, quels joueurs tu vois partir dans d'autres championnats? Bah typiquement, et on en parlait déjà la saison dernière, Lang de Ketelaar, je pense que ça restera pas à Bruges, malheureusement. Du côté de l'Union, j'ai peur pour eux, j'ai peur qu'ils se fassent voler tous leurs joueurs. Je considère par exemple que Undav, qui part à Brighton pour 7 millions, c'est un vol. Mais on le sait, Brighton c'est un club satellite, l'Union de Brighton, et donc forcément il y a dû avoir des arrangements, etc. Et donc malheureusement, voilà, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas de voir par exemple du Thomas qui parte, du Nielsen, à Genk, on parlait beaucoup de Noachu qui voulait partir lors du précédent mercato et qui était un petit peu étonné de pas avoir de grosses offres sur la table. Genk en demandait pas mal aussi en termes d'argent. Ça m'étonnerait pas de voir Ito partir aussi. Mais après, c'est toujours très compliqué de donner des pronostics sur des départs parce que t'as des joueurs qui explosent. La saison dernière, Bogonda, Onuachu, Ito, tu te dis, il y en a forcément un des trois qui part. Au final, ils sont tous les trois là, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, t'as l'offre et la demande, mais bon, c'est pas vraiment des pronostics, mais ce sont des idées. Je te suis aussi par rapport à Noah Lang, qui avait débuté la nouvelle saison un peu sur le même rythme que l'année passée, c'est-à-dire, c'était monstrueux. Là, c'est un peu plus compliqué. Dans la tête, c'est compliqué aussi. Puis, il y a, je sais pas ce que tu penses de Openda Vitesse. Moi, je sais pas. Je pense, peut-être, que Openda prendra la place de Noah Lang la saison prochaine à Bruges. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai un avis assez pessimiste par rapport à Openda, dans le sens où il en a un petit peu parlé dans la presse. Hein. Il a dit que pour lui, ce serait un pas en arrière de revenir à Bruges. Donc, on voit que dans sa tête, il a pas forcément envie d'y rejouer. Et en fait, je pense que le problème d'une équipe comme Bruges, c'est que c'est le tout gros favori du championnat. Et la plupart des équipes attendent cette équipe du club de Bruges avec un bloc bas. Et Openda, pour moi, c'est un joueur qui joue sur sa vitesse, qui a besoin d'espace pour être justement un joueur de qualité, ce qu'il retrouve parfaitement en Eredivisie, tu vois. Donc je me demande s'il serait capable de performer autant en Pro League ou pas. Ouais, gros point d'interrogation. Après, quand tu regardes ses stats en U21, il est énorme, si je me trompe pas, enfin toi tu sauras certainement mieux que moi, mais il a pas égalé les statistiques de Lukaku en U21 au nombre de buts marqués. Je me demande s'il l'a même pas dépassé. Tiens. Je sais pas du tout, mais bon, à ce stade, on est très très content qu'il soit belge, tu vois. C'est clair. C'est certain. Et qu'est-ce que tu penses de la situation de Ruud Vormer? Ah, le Ruud. Bah écoute, moi je l'ai acheté au moment du changement de coach. Il sort un très très gros match, 2 très bons matchs je pense. Et là je me dis que ça y est, il va retrouver sa place de titulaire. Mais ce qui m'inquiétait un petit peu, c'était l'équilibre dans le milieu de terrain que je trouvais très très offensif et où il manquait peut-être un vrai 6. Je trouve que Vormer est peut-être pas le meilleur 6 dans l'effectif du club de Bruges. Et force est de constater que là, il a été remis sur le banc. Donc j'espère que c'est parce que c'était des gros matchs et que Bruges devait avoir peut-être une assise un petit peu plus défensive que contre des équipes comme Saint-Tron, Eupen, etc. Mais ça sent pas très bon. Non, effectivement, surtout qu'avec Clément, il avait déjà été mis pas mal de fois sur le banc. Le nouveau coach arrive et je suis d'accord. Ce qu'il avait dit dans la presse, c'est qu'il était content de retrouver un peu sa place de prédilection en numéro 6, même s'il est, c'est vrai pour un milieu défensif quand même fort porté sur l'attaque. Et là, c'est étonnant. Et puis le joueur là qui a d'ailleurs fait un gros match qu'il a remplacé au dernier match en numéro 6, Ritz. Ouais, il y a Ritz et puis t'as l'autre aussi. Odoi. Odoi, exactement. Ouais. Exactement, il a été aussi très performant. Ouais, parce que je reçois de temps en temps des questions concernant Ruud Vormer. Moi, la seule chose que je dis, c'est que il a été mis sur le banc avec Clément. Là, il se retrouve le dernier match, tout le match sur le banc. C'est assez problématique, on va dire ça comme ça. Alors, surtout qu'il y a du monde pour le remplacer, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais te citer des joueurs que tu as dans la galerie et tu vas me donner ton avis dessus parce que ce sont des joueurs qu'on retrouve assez régulièrement aussi dans les galeries où on reçoit des questions par rapport à ces joueurs-là. Alors, on est 2 Belges, on va enfin bien prononcer pour nos amis français. Rob Schoofs. Qu'est-ce que tu en penses de notre ami Schoofs? Écoute, j'aime beaucoup et là son L5 est énorme parce qu'il est ultra décisif. L'avantage d'un Schoofs en tant que milieu de terrain, en fait, à mes yeux, c'est qu'il est dans une équipe ultra offensive. Il tire les corners et donc indirectement, qui dit but sur corner dit passe D. Donc j'adore Schoofs.
Ouais, je l'aime beaucoup aussi. J'ai dû un peu économiser, mais finalement j'ai réussi à avoir sa SR et après j'ai été frustré parce qu'avec le Covid il y avait quelques petites blessures. Là, elle revient bien, ça fait plaisir. Alors son compère d'attaque, Storm. Storm, bah pareil, hein. Équipe très très offensive. Ce qui peut être un peu plus problématique, c'est que le danger peut venir d'un peu partout à Malines. Donc t'as du Kuipers qui pour le moment performe bien, t'as Mrapti aussi qui prend les pénaux. Donc Storm est un petit peu le troisième couteau, mais je l'aime beaucoup quand tu regardes un petit peu ses scores, c'est un attaquant ultra régulier et donc moi c'est ce qu'il me faut. Moi j'aime trop la régularité, j'ai trop du mal avec l'écart type et la frustration d'avoir un joueur qui fait 30. Mais bon, ça c'est personnel. Ouais, non, je le partage aussi. Moi l'écart type, je le garde un peu pour les grosses divisions, je veux dire ça comme ça, où je me dis il y a pas trop de chance de toute façon parce que j'ai pas les plus belles cartes pour faire des gros scores. Donc c'est en général moi personnellement en D2 où je mets les gars, j'ai un bel exemple d'écart type. Tu prends Frimpong de Leverkusen, l'arrière droit, lui il te fait des matchs à 80-85, mais vraiment, et puis il te fait 3 matchs à 25, 22, 32. Donc lui c'est vraiment l'exemple même du c'est tout ou rien. C'est vraiment soit c'est vraiment nul ou soit c'est super top. Donc là c'est bien, mais c'est vrai que quand tu veux encaisser des rewards régulièrement, vaut mieux avoir quelqu'un qui soit constant. Après tout dépend de la stratégie, mais bon moi j'aime bien avoir des rewards et je pense que c'est la même chose pour toi. Et puis surtout si ces joueurs qui sont constants sont décisifs, là c'est aussi bingo. Donc je vais te citer un autre joueur, Lior Refaelov. Il est récent celui-là, hein. Il est récent. À la base, Zeno m'avait posé pas mal de questions par rapport à lui, parce que tu sais, en début de saison, il m'avait invité pour parler un petit peu de la saison à venir. Il était d'ailleurs très étonné que je ne voyais pas Genk dans le top 4. Écoute, regardez le classement. Mais Refaelov, ce qui me faisait peur, c'était son âge et son arrivée à Anderlecht. Ah oui, Anderlecht. J'avais peur en fait qu'il soit recruté uniquement pour jouer les compétitions européennes et apporter son expérience parmi la jeunesse anderlechtoise. On sait que c'était le gros problème de l'équipe qui était très très jeune. Et au final, on l'a vu, la compagnie, il a son 11 qui bouge très très peu. Je pense que si ça doit bouger, c'est peut-être Olson à Chimeru, Magalan de Bast ou un Delcroix. Et donc, Refaelov, il tire les pénaux, il fait des gros scores pour un milieu de terrain. Tu vois, je ferais un peu une analogie avec Payet en Tchal, mais peut-être que certains vont crier. Non, c'est pas le même niveau, sauf que à moindre mesure. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, Refaelov, c'est quand même un superbe joueur. Moi, j'étais frustré au début de saison parce que j'avais sa SR depuis la saison passée et puis il jouait pas. Je me dis mais comment est-ce possible qu'un joueur aussi talentueux, il y a quand même 2 ans, il était soulier d'or, donc il avait 33, il avait quasiment 34 ans quand il a gagné le soulier d'or. Donc pour nos amis français, c'est le titre de meilleur joueur du championnat belge. Et là, quand il a quand recommencé à jouer et qu'il est rentré dans le 11 de base, donc voilà, il montrait l'éclat de son jeu. C'est vraiment un très très beau joueur, très intelligent, et il méritait un peu plus que de rester aussi longtemps sur le banc. Maintenant, la compagnie, il est tellement imprévisible, même si je suis d'accord avec toi, là ça commence depuis quelques semaines à se stabiliser au niveau du 11 et ça tourne vraiment pas mal. Maintenant, la saison prochaine, est-ce que tu le vois toujours titulaire ou pas? Comme il a un contrat de 2 ans, il a encore une saison supplémentaire. Gros point d'interrogation, non? Clairement, gros point d'interrogation. Ça va dépendre aussi de leur mercato, je pense, parce que je pense que là, actuellement, dans leur effectif, Compagnie n'est pas du tout satisfait par un joueur qui pourrait le remplacer. On l'a vu, Eladj fait une saison très très compliquée. Il y a Raman qui pourrait peut-être jouer un petit peu plus bas, mais il veut l'utiliser en super sub. Et donc de là, je me dis Amouzou, mais Amouzou, est-ce que c'est pas plus un ailier? Ça manque beaucoup plus de finition. Enfin, Amouzou, tu l'utilises sur le côté parce qu'il court vite, quoi, tu vois. Ouais. Donc bon, je continue. Tu as 3 cartes de Odidja. Là, on va penser que j'abuse peut-être un peu. De Ghent, la Gantoise. Ouais, Vadis, il s'est blessé. Malheureusement, c'est un joueur assez fragile et tu comprendras dans ma galerie que j'ai pas mal de joueurs fragiles. Mais voilà, il est il est à son plus bas, clairement. J'en avais un que j'utilisais à la base quand je me suis lancée dans les limited parce que c'est un joueur que je trouve très régulier et capable d'aller chercher un score décisif parce que à l'image d'un Refaelov, c'est un joueur qui joue au milieu mais assez haut et qui est capable d'aller te mettre un but d'ordre de la surface qui sort de nulle part. Et donc j'en avais déjà un
à la base. Et là, donc, il a été blessé. Et pour le moment, il trouve pas forcément de place de titulaire. Alors, est-ce qu'on veut le préserver pour éviter qu'il se reblesse trop rapidement, alors qu'il y a des grosses échéances pour la Gantoise, à savoir les playoffs, la coupe et la Conference League? Possible. Moi, je pense que c'est ça. Et donc là, typiquement, avec la suspension de Dessart, je me dis qu'il va retrouver une place de titulaire et il suffit de 2-3 bons matchs pour un joueur qui joue dans une équipe qui devrait jouer les playoffs et qui joue encore l'Europe. 0-0-0-5, c'est pas très très cher, quoi. Non, c'est certain. Et comme on parle de la Gantoise, qu'est-ce que tu penses de l'énigme Roman Bezous? Parce que c'est quand même assez spécial j'ai trop son parcours cette saison. C'est fou quand même. En fait, c'est la Gantoise typiquement, quoi. Il y a des joueurs qui s'installent, qui sont pas mauvais, mais qui du jour au lendemain disparaissent. Et c'est le cas de Bezous. Alors je crois que lui a vérifié parce que je suis pas certaine du tout. Je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Tout à fait, il est en fin de contrat. Et que du coup, je me dis ça vient peut-être de là, il veut pas prolonger et du coup Van Azebroek le met pas dans ses plans et lui fait comprendre que voilà, c'est pas grave, on jouera sans toi. Maintenant le problème avec la Gantoise, et j'évite d'avoir trop de cartes de la Gantoise, c'est que l'effectif est assez étoffé et ça fait tourner. Il y a pas vraiment de joueurs qui sont totalement indiscutables, mis à part peut-être un Nga2, un Dessart, un Tissoudali de Poitre qui est le chouchou de Van Azebroek. Donc trop d'interrogations et encore une fois dans ma stratégie, je veux pas de point d'interrogation, je veux pas me dire peut-être que non, je veux un gars qui sera là, c'est tout. Ouais, je comprends. C'est tout à fait logique. Et pour terminer les milieux, après on ira un peu sur les défenseurs. Notre ami Morioka. Alors j'ai pas envie que tu crées un panic-sell, mais c'est vrai que les dernières news par rapport à notre ami le GOAT, il s'est un peu blessé. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à la situation de Morioka aujourd'hui? Morioka finito. non, je rigole. Écoute, ouais. Ça y est, heureusement que le podcast il est diffusé d'ici une petite semaine parce que sinon on aurait déjà des panic-sells dans tous les sens. Non, je pense honnêtement que voilà, il avait une surcharge et donc il a eu une petite gêne musculaire, c'était rien de grave. J'ai cru comprendre, maintenant à vérifier, à prendre avec des pincettes tout ce que vous voulez, que c'est le joueur qui aurait demandé à être mis sur le banc, dans les tribunes plutôt face à Bruges pour éviter justement que ça soit plus grave que prévu. Mais là il se réentraîne avec le groupe, il y a pas trop de soucis. Je parlais avec un journaliste de Charleroi qui lui me disait que suite à ses dernières performances, il aurait peut-être un peu perdu sa place de titulaire indiscutable, mais moi j'y crois pas trop perso. Mais bon, on verra contre l'Union. Hein. Le podcast sera pas encore sorti, mais vous verrez s'il était titulaire ou pas. Ouais, moi je pense aussi que par rapport à Bruges, comme c'était un gros match, il fallait pas prendre trop de risques. Je sais pas, l'hiver, j'ai l'impression que ça lui sourit pas trop. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il est un peu moins performant, enfin à l'image de Charleroi aussi. Ouais. Depuis que c'est ce que j'allais dire. En général, les deuxièmes parties de Charleroi sont souvent plus compliquées. Ouais, tout à fait. Là, ils perdent quand même leurs gros attaquants, Chamard, et effectivement, il y a moins de percussions au niveau de l'attaque. On va continuer ton petit tour de galerie défense. Clinton Mata, lui, c'est aussi un spécialiste de l'écart type, non? T'en as un? Ouais, et typiquement, du coup, je veux le vendre. Pourquoi? Je l'achète pareil au tout début des Limited, je reste dans ma Pro League et tout, et je me dis que ça peut être très très intéressant. Il jouait en plus de ça la Ligue des Champions, donc c'était on n'avait pas encore eu les groupes, donc je savais pas qu'ils allaient jouer le PSG, Manchester City, mais donc c'était intéressant. Clinton Mata, là, ce qui est intéressant dans son L5, qui a pas mal augmenté, c'est que pour le moment, en tout cas, il est replacé en défense centrale, et on sait que les défenseurs centraux sur Sorare, ça score mieux que les latéraux. Je me dis tout simplement, pourquoi pas le garder un petit peu plus et voir ce que ça peut donner, parce que je pense qu'en tant que défenseur central, ça peut être très intéressant au niveau de son scoring. Ouais, les défenseurs centraux sont beaucoup plus constants. Il y avait justement une étude qui avait été faite par un de mes invités, Tekoma, le data analyst, qui avait clairement démontré que les défenseurs centraux, au niveau de la constance des points, il y a pas mieux. Il y a quelques exceptions vraiment de latéraux qui scorent très très bien. Trent Alexander-Arnold, même un Hakimi là pour le moment, mais il y en a pas des masses. Knežević. Ouais, lui c'était plus un petit coup achat-revente que là depuis le début de l'année, on va dire. J'essaye un petit peu de faire de l'achat-revente. Je pense qu'avec mon budget c'est judicieux et que c'est peut-être quelque chose qui est pas encore très exploité sur Sorare actuellement. Il a trouvé une place de titulaire à Charleroi et donc j'espère qu'il va augmenter.
Ouais, ça fonctionne pas trop mal avec le nouveau défenseur central, là, Valentine Other-Nwafor. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Et bon, et pour terminer le petit tour, tu as Wesley Hoot, le défenseur central d'Anderlecht. Un crack, hein. Franchement, je trouve que son scoring est énorme. Ouais. Enfin, énorme. On se comprend. Mais je veux dire qu'il est très très régulier et il est méta Sorare en fait. C'est le relanceur à Anderlecht et du coup il touche énormément de ballons. Anderlecht fait pas beaucoup de clean sheets cette saison et quand on regarde ses scores c'est déjà giga intéressant. Donc je garde et je conseille même. Ouais, tout à fait. Moi je l'avais acheté il y a 2 mois en rare et finalement c'est un des seuls joueurs où j'ai fait de l'achat-revente. Enfin, je fais quasiment plus d'achat-revente. Je crois que j'avais acheté à 0,2 et je l'ai vendu à un peu plus de 0,5 et c'est parce que j'avais du choix, mais sinon c'est vrai que c'est vraiment un bon défenseur et son prix n'est pas encore exorbitant. Alors on termine le petit tour de ta galerie de joueurs Pro League par 2 gardiens. Donc tu as Jean Butet qui est une valeur sûre du championnat belge et même du championnat Challenger tout court. Hein. De très très beaux scores, notre ami Jean. Ouais, et un bon petit AA. En fait, je trouve que la défense de l'Antwerp est pas non plus super solide. Mais lui est tellement solide que du coup, ça rend le gardien super fort. Ouais, et c'est fou par rapport à la saison passée où t'avais quand même pas mal de rotations. Si je me rappelle bien, il n'y avait pas de certitude entre lui et son remplaçant. C'est quoi? C'est Ortwin de Wolf, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Il y avait des interrogations. Ça tournait vraiment pas mal et cette saison-ci, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est le patron. Exactement. Et alors, ton deuxième gardien, Marko Ilić, aussi très bon gardien U23, pourtant dans une équipe qui fait pas partie du top comme Courtrai. Ton avis sur lui? Ouais, écoute, c'est assez solide. Hein. Courtrai, c'est pas une équipe que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est un peu l'équipe de milieu de tableau qui sert à rien entre guillemets. Ils iront pas chercher le top du top et ils redescendront pas. Mais Ilić, je le trouve assez intéressant. Alors pour tout te dire, là, c'était plus un trade avec Depay parce que j'avais peur que Depay chute et donc j'ai accepté ce trade mais au final c'est Ilić qui a chuté malheureusement suite à une non-titularisation parce qu'il était malade et derrière c'est 3 buts contre le Berscott donc voilà, on attend sagement mais je me fais pas de soucis pour lui. C'est fou, hein. Les prix en limited c'est beaucoup plus, enfin ça varie de manière quand même très très forte par rapport aux autres raretés je trouve. Les limited c'est vraiment 2, 3, c'est terrible. C'est fou. Un but et le joueur s'envole. Ouais, exactement. Il y en a beaucoup, je pense, quand même, qui font de l'achat-revente, même en limited, hein, étant donné le volume de cartes. Oui, je pense. Alors, pour terminer ce sujet de prédilection, quels sont pour toi, pour nos éditeurs, quels sont les joueurs vraiment qu'il faudrait suivre, les jeunes joueurs du championnat belge? J'ai vu les 2 derniers matchs, en tout cas le dernier de Genk, le jeune Oyen qui était titulaire. Il a même marqué, je pense, hier, où il a été décisif, en tout cas, contre Malines. Est-ce que tu as d'autres joueurs? Tu parlais tout à l'heure de Bast, le jeune De Bast, d'Anderlecht. Qu'est-ce que tu penses d'eux et est-ce que tu as d'autres joueurs qu'il faudrait suivre? Donc forcément Oyen, hein. Mais là le problème c'est que le prix a explosé après son but et après sa titularisation, je pense. Il a reçu pas mal d'éloges d'anciens joueurs, etc. Et il a vraiment quelque chose de plus à voir s'il reçoit de plus en plus de temps de jeu, mais c'est vraiment un joueur assez intéressant. Forcément, il y a énormément de joueurs de l'académie d'Anderlecht. Hein. Là, quand on voit que De Bast a sa place de titulaire en l'absence, par exemple, d'un Hout ou suite à la blessure de Delcroix, et que Magalan est remis sur le banc, forcément, on s'interroge. Il y a des joueurs comme Streukens du côté d'Anderlecht. Je pense à des joueurs à Bruges aussi. Sandra qui avait eu pas mal de temps de jeu avec Clément. Il avait d'ailleurs été titularisé en Ligue des Champions. En fait, c'est l'avantage d'un championnat comme la Pro League, le championnat belge, c'est que les talents en général naissent chez nous. Bon, le désavantage c'est qu'ils restent pas très très longtemps, mais ça nous permet de dénicher quelques petites pépites quoi. Après, je t'avoue que d'un point de vue stratégie sur Sorare, je suis pas très pépite quoi. Toi, c'est le SE5. En fait, les pépites, je trouve qu'avec mon budget, c'est pas le plus judicieux d'attendre. Non, de t'éparpiller, tout à fait. Trop long terme. Voilà, de t'éparpiller et puis surtout avec les joueurs que tu as, tu es compétitive à chaque game week et puis ces pépites là, tu peux les gagner en reward aussi. Et clairement. Et là c'est chouette parce que tu dois rien sortir et tu
tu peux les gagner ou tu peux échanger par rapport à un reward. Donc il y a, c'est question juste de point de vue et de stratégie. Moi j'ai un peu la même que la tienne, c'est-à-dire quand j'ai des bons joueurs en vue, j'espère les gagner ou bien avoir des joueurs de la même valeur que je pourrais échanger pour justement les avoir. Et pour revenir à Oyen, moi je l'avais acheté en rare lors d'un Power Hour, je pense, quand les prix avaient explosé au mois de mars, donc c'était un peu avant que tu t'inscrives sur le jeu, et j'avais vraiment payé cher pour l'époque parce qu'il y avait tout qui avait pumpé. Et je dis je vais le garder, ça sert à rien de le vendre au tiers du prix, et là maintenant je suis content de l'avoir et je vais le garder parce que c'est vrai que c'est vraiment un beau joueur. Marie, je te remercie pour les explications concernant ton sujet de prédilection et donc la Pro League que j'aime aussi, ne t'inquiète pas, je la suis maintenant avec grand intérêt. Et écoute, maintenant je vais, comme à chaque podcast, analyser une galerie. Donc tu peux souffler, tu peux boire ou manger si tu as envie et ou bien participer. Donc j'en ai pour maximum, je pense 5-10 minutes. Alors podcast invité belge, j'ai choisi un auditeur belge aussi. Son nom de manager Sorare, c'est, je vais pas le prononcer parce qu'il y a que des consonnes, c'est PRPLZ. Et quand je lui ai envoyé mes questions, il m'a dit qu'il était belge expatrié en Argentine, Buenos Aires. Et donc je vais analyser sa galerie. Il s'est inscrit le 24 février 2021. Donc il y a un an. La valeur de sa galerie est de 10,6 Ethers ou $31,000 à la date d'aujourd'hui, qui est le 17 février 2022. Alors il a 56 cartes. Là pour le coup, il a un peu de tout. Il a 25 limited, 28 rares, 3 super rares. Je suis content d'avoir pris cette galerie parce que c'est une galerie que je retrouve assez régulièrement quand on me demande quelques conseils. Dans les gardiens, il en a 7. Dedans, il a 3 titulaires qui sont tous en rare. Donc il a 2 challengers, il a Aha Buté, Akinfeev donc qui est le gardien russe, et Vargas qui est le gardien colombien qui joue au Mexique, donc championnat américain. Il a 16 défenseurs, dont quelques titulaires dans plusieurs raretés. Il a 2 SR. Donc sur ces 3 SR, il en a 2 SR Challenger défenseurs qui sont Ordets, très bon défenseur du Dynamo Moscou, et Mario Fernandez qui est aussi un bon défenseur aussi du CSK. Il a un rare Challenger qui est le GOAT, qui est un tout petit peu moins bien pour le moment, mais qui est très très bon, c'est Coates. Il a une rare en America qui est le jeune Diaz de River Plate, et 2 limited, Klosterman l'allemand et Bulut un turc. Au milieu, il a 25, dont plusieurs titulaires, également dont plusieurs raretés. En rare, il a notre ami Schofs et Dreyer qui est un jeune danois U23 qui joue, je pense, à Rubin Kazan, donc en Challenger. Il a Sergio Oliveira en Champion, mais à mon avis, il l'avait acheté parce qu'il joue en Challenger avant son départ à Rome. Il a Enzo Fernandez de River Plate aussi en America. Et en Limited, il a encore Van Aken, Classy, Toornstra, par exemple, de Feyenoord, oui, qui sont tous des joueurs Challenger. Et puis, en attaque, il en a 8. Et dans les 8, il a plusieurs gros scoreurs. En rare, il a Tadic, Berghuis et Bongonda, et il a également Berghuis en limited. Alors avant d'élaborer un peu le constat, je vais donner quelques informations sur son profil de manager. C'est bien, il n'a pas été avare en explications. Donc son objectif, lui, dans le jeu, c'est de farmer des éthers. Je vais pas parler de ma chanson et je la chanterai jamais dans un podcast, en combinant amusement et passion du foot. Arrête de rire. Investissement dans le but de pouvoir à terme investir dans l'achat d'une petite maison. Il m'a dit ça, voilà. Je sais pas s'il rigolait ou pas. D'une petite maison au bord de mer dans le sud de l'Espagne. On a eu l'exemple pour la petite, pour la parenthèse il y a eu un article qu'on avait fait il y a quelques mois et qu'on avait mis sur Media Sorare où on s'était entretenu avec un manager Sorare néerlandais qui avait vendu sa galerie à Powell Trader et qui grâce à ça avait pu financer sa maison. C'était une belle histoire. Donc lui, il voudrait bien ça. Mais pour le moment, il a de quoi acheter un cabanon. Voilà. C'est ce qu'il m'a mis texto. Il a investi 5-6 000 euros. Il sait plus très très bien, mais ne veut plus réinvestir dans le jeu. Donc 5-6K, maintenant sa galerie vaut 31 000 $. C'est quand même une belle évolution. Sa stratégie actuelle, c'est tenter d'aligner un bon 5 en rare, essentiellement en ASD4 pour viser au moins les paliers. Pour lui, 0,02 Ether, c'est important car il est confiant dans la croissance du cours de l'Ether dans le futur. Alors il a acheté ses 2 SR
russe pour aligner une D3 et voir ce que ça donne. Il est en train de vendre ses limited, raison pour laquelle il n'a plus de gardien titulaire dans sa galerie aujourd'hui, à la suite de conseils d'amis, et a pu profiter du pump de ces dernières semaines dans les limited pour revendre et faire de belles plus-values. Et les difficultés qu'il a, c'est de pouvoir dissocier l'affectif et le jeu. C'est pas le seul. Loin de là. Et sa meilleure place jusqu'à présent, c'est une 3e place en weekly début juin 2021. Et depuis lors, c'est compliqué, à part de temps en temps quelques T3. Et alors pour finir, il mélange 2-3 équipes en rageant de ne pas avoir mis le bon joueur dans la bonne équipe. Et inconsciemment, il pense que c'est l'affectif qui l'empêche d'être optimal. Alors le constat. Le premier constat, je l'ai dit, c'est qu'il y a une belle plus-value au niveau de la valorisation galerie, mais qui est plus due évidemment à l'offre et la demande et à l'afflux de nouveaux managers. Il a un pourcentage de reward winning line-up de 20%, qui n'est quand même pas mal du tout. Il y a un mélange de plusieurs raretés sans avoir une véritable cohérence, ça c'est vraiment mon avis, entre les différentes cartes et les différents championnats. Il y a du Challenger, un peu d'America, un tout petit peu de Champion. Il y a un déséquilibre aussi entre les différents postes, c'est-à-dire qu'il a 7 gardiens mais seulement 3 titulaires, il a 16 défenseurs dont plusieurs inutilisables, 25 milieux dont plusieurs inutilisables et 8 attaquants dont 3 beaux scoreurs. Alors les conseils que je donnerais, c'est compte tenu de ses objectifs. C'est-à-dire, moi, c'est important de regarder vraiment l'objectif du manager. C'est essayer de glaner de temps en temps des beaux rewards. Je sais que tout le monde dit belles rewards. Moi, j'ai un peu de mal. J'aime bien dire un beau reward. Enfin, soit, on va dire des belles récompenses. Alors, il faut absolument éviter d'inscrire un maximum d'équipes en espérant un alignement de planètes et optimiser d'abord une seule équipe. C'est vraiment le conseil que je donne toujours. Faites du gros et puis si vous avez la possibilité ensuite de faire d'autres équipes avec les joueurs qui restent, c'est bien. Mais il faut essayer de maximiser ses chances et les maximiser, ce n'est pas inscrire un maximum d'équipes, mais c'est inscrire un minimum d'équipes avec que du lourd au niveau des match-ups. Enfin, après, tout dépend des paramètres dont on tient compte pour l'élaboration des line-up. À l'heure actuelle, son équipe la plus performante sur papier, c'est en rare, Buté, Coates, Schoofs au milieu, Tadic, et en extra, soit Berkhuis, soit Bongonda. Donc quand s'il aligne une grosse équipe comme ça, bon, ce sont tous des joueurs challenger, il devrait taper, je pense, assez régulièrement des rewards, même en All-Star où c'est compliqué. Là, il devra un peu choisir. S'il est inscrit en challenger, c'est très beau. S'il est inscrit en All-Star, il y a un peu plus de concurrence aussi, mais là il a la certitude d'avoir le deuxième palier à chaque grosse game week. Alors quand le championnat russe reprendra, il aura aussi Akinfeev de dispo, ainsi que ses 2 SR Hordetz et Fernandez. Alors ce que je ferais à sa place, mais c'est vraiment un avis personnel, j'ai mis 3 points. Comme il n'a plus de gardien en limited, et qu'il a uniquement Van Aken et Berkhuis comme bons scoreurs, j'essaierai, donc en limited, j'essaierai de les vendre, car il a déjà commencé à vendre ses limited. En liquidant le reste, il économisera de l'éther. Ça, c'est la première étape que moi, je ferai. Il a plusieurs joueurs rares en America, mais à part Vargas et le jeune milieu de River Plate, Enzo Fernandez, le reste est vraiment très très bof. Je vendrai tous les joueurs aussi pour économiser de l'éther. Mais attention, n'est que mon avis, ce que je ferai vraiment à sa place. Et après ces ventes, je prendrai, avec les éthers économisés, 3-4 bons joueurs en rare pour pouvoir aligner une belle team en ASD4 avec une Challenger et une autre en D3 Challenger ou en AS Pro en fonction des match-ups avec les 2 SR russes. Parce que s'il met Akinfeev, Hordetz, Fernandez en extra, il a 3 joueurs russes, il lui faut encore 2 joueurs rares pour aligner une D3, que ça soit en Challenger ou en Pro. De temps en temps, je peux mettre une full Challenger en Pro en fonction des match-ups. Et donc, comme il a 5 excellents joueurs là que j'ai cités avant, même 6 si on prend Berkhuis, Bongonda, voilà, s'il en prend en tout 3-4, il pourra aligner à chaque game week 2 très belles équipes. Et avec ça, je pense vraiment que ça devrait lui rapporter quelques rewards et de temps en temps de bien meilleure qualité que les T3 qu'il prend de temps en temps pour le moment. Voilà, je sais pas si t'as bien suivi Marie, je sais pas si t'as un avis aussi là-dessus. Bah oui, moi je suis d'accord avec toi, toujours privilégier la qualité à la quantité. J'avais eu un petit peu cette problématique où je me suis dit est-ce que c'est pas intéressant que je commence à monter une Champions une Champions League encore en tête et à ce moment-là je me suis dit qu'il valait mieux vraiment bien sécuriser la Chal, bien sécuriser la S, essayer de les améliorer un maximum et puis quitte à faire une team poubelle de temps en temps en Cham si je peux le faire, mais oui, essayer vraiment d'aller chercher les sommets avec une équipe et puis derrière on essaye d'évoluer au fil du temps. Ouais, c'est vraiment la stratégie je pense à adopter.
quand on parle uniquement de SO5 et quand c'est vraiment l'objectif et ce qui fait vibrer le manager, parce qu'il y a tellement de stratégies différentes, d'objectifs différents, c'est essayer de faire un minimum d'équipes, mais qui sont les plus costaudes possibles, ce qui veut en général dire, après il y a toujours ce facteur chance évidemment, glaner un peu plus de rewards, et puis si ces rewards permettent d'améliorer la galerie, tant mieux. S'ils sont pas très utiles, on les vend, on économise, et puis en fonction de ça, après ça nous permettra de construire d'autres équipes performantes à côté dans d'autres championnats, si on a envie ou pas. Ça, c'est vraiment au choix. On va attaquer les deux dernières rubriques, Marie, avec un questionnaire rapide. Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et pourquoi? Alors, c'est pas le même. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Dans la vie réelle, c'est Eden Hazard, malheureusement. Pourquoi malheureusement? C'est un super joueur. Pas pour Sorare, mais tu parles de la vie réelle. Ouais. Malheureusement pour ces derniers temps, parce que les temps sont durs. Moi, je milite pour son retour, mais c'est compliqué. Je suis un peu seule. Moi aussi, je suis dans la team. Je suis dans la team Eden. Ah, ça va alors. Non, mais c'est lui qui m'a fait aimer le football. Mon cousin était supporter de Chelsea et du coup, de fil en aiguille, je suis devenue supportrice de Chelsea grâce à Eden Hazard parce qu'il était là au moment où je regardais l'équipe. Il est belge en plus de ça. Il fait juste rêver sur un terrain. Quand tu le vois partir au Real Madrid, t'es mitigé, t'as un déchirement au cœur parce que c'est sa dernière, la finale d'Europa League. Là, j'étais triste. Mais d'un autre côté, tu dis qu'il va réaliser son rêve au Real et quand tu vois l'histoire, ça fait mal au cœur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour la petite anecdote, j'habite dans la ville des Hazards et de temps en temps, je vois son papa au marché où il est toujours d'ailleurs directeur sportif ou directeur technique plutôt du club de Braine-le-Comte, là où il a commencé à jouer au foot. Donc c'est assez sympa. J'aime bien aussi Hazard. Et alors dans la vie sur Sorare par contre. Ouais, donc pas Eden Hazard parce que forcément il fait pas de scoring de Big Shoui sur le jeu. Mais sur Sorare, on va dire Ito. Hein. Ito, j'ai appris à le découvrir et comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est ce joueur de l'ombre que j'aime trop, qui fait pas beaucoup de bruit hors des terrains, mais qui se libère totalement sur le terrain et donc je suis tombée amoureuse du crack Ito. Écoute, je te suis aussi. Moi en Belgique, c'est probablement aussi le joueur que je préfère après. Ouais, il fait clairement partie de mon top 3, le Yunya Ito, et j'espère qu'il restera dans le championnat belge parce que c'est vraiment gai de le voir jouer. Quand tu vois l'attaque avec Onuachu devant et puis Bangonda de l'autre côté, c'est quand même assez explosif. Et voilà. Bon, on va pas continuer à développer sur la Pro League, on en a parlé. Sinon je dis mais Trésor aussi, c'est un très beau joueur qui commence aussi à revenir un peu dans les papiers du coach. Mais ça sera peut-être pour un autre podcast ou sur ton compte Twitter ou sur ton Discord ou sur ton Twitch également. Alors ton plus beau résultat jusqu'à présent? Alors les résultats, une question à ne pas poser. En fait j'ai un peu cette impression d'être bloqué sous un plafond de verre. T2, T3, je les sécurise et t'as un petit peu parlé du pourcentage de récompense obtenu pour le nombre de teams alignés. Il est pas mauvais, tu vois, du 40%, c'est pas mauvais. Mais la T1, pour le moment, ça veut pas. Alors, je pense qu'il y a quand même de la chance, parce qu'il faut de la chance, forcément. J'essaye un peu de me remettre en question. Sur Twitch aussi, tu vois, où je parle beaucoup avec les gens, pour un petit peu essayer de cibler les problèmes, les points améliorés dans le club. D'un autre côté, tu vois, ça me donne un objectif d'essayer tout le temps d'améliorer cette équipe pour aller chercher cette première T1 qui est tant attendue et on croise les doigts, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en Limited, il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'équipes, et puis il faut vraiment faire des scores très très lourds. Enfin, maintenant c'est partout, même en rare c'est le cas également, mais en Limited c'est encore plus le cas, parce que comme il y a plus de cas, quand j'ai regardé la dernière Game Week, les points qu'il y avait en U23 en Limited, je crois que le premier il avait 530 points, je pense, en U23. Ouais, c'est ça. Je savais même pas que c'était possible de faire, et moi pour le petit truc, j'avais fait plus de 500 points et j'ai terminé 6e. En rare. Ah oui. Oui, bon voilà. Il y a des Game Week comme ça, c'est exceptionnel. Alors, ta plus belle récompense, écoute, quand même. Je t'interromps. J'ai entendu dire que le podcast portait chance. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Non, c'est pas une légende. Vraiment. Il y en avait un. Attends, je me rappelle plus directement c'était qui, mais ça a mis un peu plus de temps. Je crois, style 1 mois, mais il m'a dit, regarde, Mehdi, là, j'ai terminé, ça a cartonné. Ah je crois que c'était Tecoma. Ouais, c'était Tecoma. Ça a mis un peu plus de temps, mais tous ceux qui sont passés après le podcast, ils ont tapé du lourd, donc j'espère que ça te portera chance à toi aussi. Mais oui, ok, t'as jamais eu de T1, mais quand même, ton plus beau reward ta plus belle reward jusqu'à présent, c'est qui? Je sais même plus. Genre, à la limite, ma meilleure reward, c'était l'unique, tu vois, ce qui n'est même pas
pas une récompense SO5. Bon, j'ai vite regardé qui t'a gagné. Et puis, bon, Djouba, l'année passée, ça aurait été topissime. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué. C'est un problème de timing, tu sais, Mehdi. Ouais, c'est ça. Bon, t'as le jeune Enzo Fernandez. Là, par contre, c'est pas trop mal. Ouais, le Miles Robinson aussi, un bon défenseur américain. Bon, next. Tu vas gagner une T1 ou une T0 bientôt, je te le souhaite. Je reviendrai pour en parler si tu veux. Avec grand plaisir. Ton plus gros coup de poisse? Oh, il y en a beaucoup. Ben moi, mes coups de poisse, ils sont plus dans mes achats. Il y a d'ailleurs toute une légende autour de ça. Si j'achète un attaquant, fouillez. En général, il se blesse derrière. Bah, il y a Ansu Fati dans la liste. Il y a Gianni Bruno qui était titulaire en début de saison puis qui a disparu des radars. Il y a qui d'autre? Il y a Benzema assez récemment. Je l'achète. On nous annonce une rechute. Il y en a tellement. Memphis. Il y en a tellement, tu sais. Tu parlais, Memphis Depay. Oui, Depay aussi. Je l'achète en me disant que c'est cool. C'est un attaquant qui fait beaucoup plus de AA et au final il perd sa place de titulaire. Il y a Taremi aussi, bon lui à voir s'il retrouve une place de titulaire ou pas, mais il a été un peu envoyé sur le banc dernièrement, donc je les enchaîne, mais c'est que les attaquants, heureusement. Ouais, heureusement. Taremi, moi je suis un grand défenseur de Taremi, vraiment. Taremi, on peut dire ce qu'on veut, il tape toujours, même sur le banc il arrive, clac, il met des plus de 60. En fait c'est un joueur que j'avais acheté assez rapidement quand j'ai commencé Sora, parce que j'aimais bien son prénom en fait, et après je l'ai revendu parce que je me dis mais bon c'est bof, et puis après j'ai regretté de l'avoir vendu, je l'ai racheté. C'est un attaquant qui a des beaux AA et je suis persuadé qu'il va revenir. Regarde là le dernier match contre le Sporting Lisbonne, il y a personne qui le voyait titulaire, il est titulaire, il est 2 fois décisif. Voilà, mais je peux comprendre que il y a un peu moins de certitude avec lui qu'avec des autres attaquants qui ont la certitude de rester attaquants. Mais en tout cas, moi, je le garde au chaud, mon petit Mehdi Taremi. Alors, tes onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sora, quand tu fais tes line-up, Sora Data, évidemment, non compris. Ah, non compris, Sora Data, parce qu'évidemment, ah ouais, non, parce que celui 1. qui vient de dire, jusqu'à présent, ils m'ont tous dit, évidemment, Sora Data, donc au dernier podcast, j'ai dit, Sora Data, on va l'oublier et on va remplacer ça par autre chose. Dernièrement, j'ai Sora Club pour tout ce qui est information que j'aurais pu louper, puisque au final je suis très concentré Pro League, donc parfois je passe un peu à côté avec de certaines infos sur le Redivisie ou des trucs comme ça. Flash Score. Pourquoi? Parce que j'aime bien un petit peu regarder les précédents matchs, ce que ça a donné pour l'équipe, les prochains matchs aussi. Là d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit fichier Excel avec les dernières journées du championnat belge, et j'ai mis un code couleur pour savoir quel match-up était favorable ou non, selon moi, encore une fois. Mais donc pour favoriser un petit peu l'achat de certains joueurs, la vente d'autres joueurs. Donc Flash Score, on va dire. Twitch. Évidemment, parce qu'en général, quand je fais mes line-up, je suis sur Twitch. Et puis, tout ce qui est... Pardon? Non, je dis ok, c'est bien. J'étais dessus, en fait, ce matin. Voilà. Ah voilà, tu vois. En plus, ce matin, pendant que je préparais et que je faisais l'analyse galerie, je te mettais aussi en bruit de fond, et je trouvais ça assez sympa. C'est assez dynamique, ton Twitch, c'est chouette. On notera que t'as pas dit je t'ai pas mis en fond, t'as dit je t'ai mis en bruit de fond. Donc, je sais pas comment je le prends. Non, je t'ai mis en fond, excuse-moi. Je t'ai mis en fond. J'ai un grand écran, je le partage en deux. Donc il y avait un écran où il y avait le Twitch et l'autre écran où j'avais les outils que j'utilise pour analyser la galerie et pour préparer le podcast. Comme ça, tu sais. Donc Twitch, et si je devais donner un autre, ce serait déjà Google pour regarder les infos, on va dire plus médiatiques, les articles de presse, etc. Et puis tout ce qui est side game, Sorare Mega, Sorare Academy. En tant que bon rat, dès qu'il y a une possibilité, on y va. Voilà, exactement, il faut pas hésiter. Et alors dernièrement, ton joueur à suivre. Attention, c'est un attaquant. Donc attention à la malédiction. Mais c'est Tissou Dali. Tissou Dali, j'en parlais un petit peu précédemment. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable à Gand, la Gantoise, Gens pour certains. Il est titulaire indiscutable, une équipe qui joue encore l'Europe puisqu'ils sont qualifiés en Conference League. Et on l'a vu, il est parti à la CAN, donc il avait pas mal baissé à ce moment-là puisqu'il n'était pas titulaire avec le Maroc. Et il a laissé un gros trou à Gand qui manquait énormément d'automatisme et de ce créateur capable d'aller chercher les buts. Et il est revenu, je crois qu'il met un but, une assist.
Donc le petit Issou Dali, pas très très cher pour un attaquant de Tchal. Non, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Et son compatriote Amala, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aime bien ce joueur, je l'ai aussi en SR. Après il est pas aidé par les performances du Standard. Ouais, on en parlait un petit peu ce matin justement sur mon live. Il est pas très très cher actuellement. Le problème d'un Amala, c'est que forcément il est dans une mauvaise équipe, enfin un mauvais Standard, un très très mauvais Standard, et qu'à chaque mercato on l'envoie partout. Et puisque le Standard a besoin d'argent, j'ai peur de sa destination. C'est ce qui me stresse un peu. Ouais. Moi, je serais content, je t'avoue. Après, il part dans un championnat non couvert par Sorare, c'est pas de chance. Mais il a quand même du talent. Il est assez jeune aussi. À la Coupe d'Afrique, il a fait un énorme match. Je sais plus contre quel adversaire. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième match du Maroc. Ouais, c'est un joueur quand même talentueux qui est souvent. Enfin, l'année passée, il était quand même une fois sur deux, je veux dire en moyenne décisif avec le Standard. Mais c'est vrai que cette année, c'est assez catastrophique. Il ne peut pas faire des miracles, surtout qu'il est aussi au niveau physique, il a aussi quelques petits pépins de temps en temps, notre ami Selim. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis il y a aussi le côté mental, tu vois, j'ai l'impression que si le Standard sombre, il sombre aussi. C'est pas le joueur qui va se révolter et essayer absolument de porter l'équipe. Parfois il va se prendre le rouge un peu débile parce qu'il est énervé et qu'il a subi trop de fautes et qu'il a l'impression qu'il n'y a pas de justice ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Un peu comme Noah Lang, mais en un peu moins fou quand même. Ouais, quand même. Ouais, quand même, il faut le préciser. Marie, on va terminer par la dernière partie de cette émission. C'est questions-réponses. Alors, il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées sur ton fil Twitter par certains membres de ta communauté. Alors, il y en a un qui dit, j'aimerais entendre parler des Papy Vormer et RFA I Love. C'est fait, check. Question de Wally. En l'état actuel de Sorare, bien que cela soit difficile de s'y projeter complètement par le manque d'informations, communication, en plus de ta structuration actuelle à court moyen terme, disposes-tu d'une stratégie à long terme? Si oui, laquelle? À long terme, c'est compliqué, hein. C'est ultra compliqué. Je dirais plus que j'ai une stratégie moyen terme où là, l'idée, c'est de améliorer les équipes comme on en a parlé lors de l'analyse de galerie, améliorer un maximum pour justement essayer d'aller toucher les sommets. Une fois que ça c'est fait, essayer de créer un peu plus de quantité du coup parmi la qualité en mettant en place une Champ, peut-être une Asia, peut-être une America. Et puis je pense vraiment rester sur des limited typiquement. Je pense pas venir m'aventurer sur des rares, des SR uniques. Je pense vraiment rester dans le jaune. Et puis ça reste du Sorare sans être du Sorare. Essayer de continuer à fond Twitch, tu vois, pour faire vivre mon aventure Sorare sur Twitch. C'est un truc que j'aime beaucoup. Écoute, c'est chouette. Et c'est vrai que les limited, vu comme c'est parti, quand tu vois les prix et tout, on en a déjà parlé avec d'autres invités du podcast, dont Maxime, par exemple, de Sorare, le créateur de Sorare Data, qui disait qu'il y a de fortes chances quand même, probabilité que les limited soient les rares d'aujourd'hui, d'ici 1 voire 2 ans. Donc, je pense que rester dans limited et être performant dans limited, je pense que c'est une bonne stratégie aussi. Deuxième question de Wally. On te connaît pour être une grande amatrice de football, mais est-ce que d'autres sports te passionnent particulièrement? Envisages-tu de mettre un billet sur les nouveaux sports à venir du côté de Sorare, et est-ce que tu aimerais en voir un en particulier être mis en place? Le foot restera quand même le number one. J'aime beaucoup le hockey sur gazon parce que j'en ai fait et qu'en Belgique ça reste un sport national assez important. On est quand même champion du monde. Ouais, et champion olympique. Est-ce que je mettrais un biais sur les autres sports? Je pense pas. Ça c'est plus dû à ma philosophie, ou que ça soit dans les paris sportifs ou même sur Sorare. J'ai toujours du mal à parier, à partir sur un truc que je maîtrisais pas. Et je considère que le tennis par exemple, j'en fais, mais je maîtrise pas assez le tennis, la NBA, n'en parlons pas. Moi à 23h je suis au lit avec ma tisane, donc la NBA non. Donc je pense pas mettre de biais sur les autres sports. Et s'il y a du foot féminin, parce que clairement les news qu'on a eu ces derniers mois, l'objectif aussi de Sorare de développer, de montrer, de mettre en avant en fait le sport féminin, dont le foot féminin. Donc ça, je pense que c'est quasiment acquis que le foot féminin va débarquer sur Sorare à un moment donné. Là non plus. Là, je considère pas que c'est un autre sport, tu vois. Je considère que ça reste du foot. Mais tu t'y connais bien aussi en sport féminin au niveau mondial?
Mondial, non, mais je pense que du coup, je m'y intéresserai parce que ça m'intéresse. Je m'y connais en Belgique parce que forcément, c'est des matchs que je commande, que je vais voir. Maintenant, le problème du football féminin, c'est que à l'heure actuelle, suivre du football féminin, avoir des informations sur le football féminin, c'est très très compliqué. C'est encore très pas sombre, mais tout est occulte, tout est caché, et donc du coup, impossible d'avoir des infos et de suivre des matchs. Typiquement en Belgique, c'est l'un des gros problèmes, je trouve, c'est qu'ils essayent de mettre en avant le championnat belge et ça tant mieux, mais t'as un match qui est diffusé sur les 4-5 du week-end, tu vois, et donc c'est impossible de suivre les matchs. T'as un match tous les samedis à 14h, mais c'est tout, et c'est dommage. Mais c'est sûr que si le sport féminin et le football féminin sur ce rare, je vais m'y intéresser, ça vous pouvez y croire. C'est clair. C'est pas comme en France aussi, là il y a quasiment toutes les semaines des matchs de foot féminin sur des chaînes françaises. Alors, question de Carelito Di Marzio, est-ce encore intéressant d'acheter au Brésil quand on voit les prix qui ont explosé 2 mois avant la reprise? Voilà, moi je te laisse répondre. J'ai envie de dire, tout dépend des joueurs et c'est clair que les prix aujourd'hui seront plus élevés d'ici, plus on se rapproche du début du championnat, plus les prix vont monter, en tout cas pour les bons joueurs. C'est un peu comme si je prends l'exemple pendant la trêve russe ou autrichienne, les managers qui ont acheté des cartes au début de la trêve ont payé forcément moins cher, en tout cas pour la grande majorité des joueurs, que s'ils les achetaient maintenant alors que le championnat autrichien a repris et que le championnat russe va bientôt reprendre. Donc oui, je pense que c'est toujours le moment, si quelqu'un veut se lancer dans le championnat brésilien, s'il achète maintenant, il paiera évidemment moins cher que à une semaine de la reprise ou quand le championnat aura repris. Question de Clément, peut-être que tu l'as déjà répondu avant, quelle a été ta meilleure affaire? Non. Meilleur achat-revente, tu sais, sur Sorare, vraiment sur le joueur. C'était pas de l'achat-revente, mais parce que j'ai joué avec, mais c'était Kofi. Je l'avais trouvé ultra intéressant la saison dernière à Moucron, mais il était prêté par Lille et il a été en fait acheté par Charleroi cette saison. Et donc je l'achète début de saison. On sait que Charleroi en général c'est une défense assez solide, et du coup il m'en a apporté des beaux scores, dont notamment un petit 100 quand j'étais au stade où il arrête le penalty de Nouachou. Donc ça c'était cool. Et je le revends. Je crois que si tu regardes sur les limited, je suis le point le plus haut encore à la revente. Je le vends à la canne, à quelqu'un qui l'a un peu surpayé, où j'ai fait un peu la marchande de carpette. C'était de la négociation, mais j'ai été forte. Non mais c'est comme ça qu'il faut faire. Écoute, quand t'as envie de vendre un joueur, tu vas pas le vendre quand il est pas utilisé. Ça c'est une certitude. Donc c'est vrai que le vendre juste avant la canne, c'était vraiment le bon timing. Je crois qu'il y avait une weekly et en plus il avait 10% parce que moi mes joueurs squattent le training et il avait 10% et à la base je le mets pas du tout en vente et le gars me contacte sur Discord pour savoir si je le vends pour la weekly où il y avait vraiment que de la canne et là je lui dis je suis pas vendeuse mais je vais voir le prix et je vois que le prix a explosé et donc je me dis je vais le vendre, je le reprendrai après si je le veux vraiment et du coup j'ai joué sur ça. Je lui ai dit 45 fois que j'étais pas vendeuse, donc moi s'il n'acceptait pas mon prix c'est pas mon problème et puisqu'en plus de ça j'avais les pourcentages, il a craqué Ouais, et c'est vrai que les XP c'est toujours important dans les SO5 mais ça l'est encore plus en limited où il y a tellement de concurrence entre 5% et un 10% là pour ta carte Kofi, évidemment ça fait beaucoup de changements, beaucoup de tu maximalises en fait tes chances. Écoute, on arrive à la fin. Marie, ça s'est passé excessivement vite. Je veux pas parler la remarque j'ai peur du duo belge, mais de El Chapeau TV. Mais j'aimais bien ta réponse, comme quoi il y aurait pas de problème de prononciation sur nos joueurs. Et ça vaut aussi pour les Hollandais, chers amis, parce que Bigelow, ça va pas le faire. Oui. La première fois qu'on m'a dit oui Bigelow, mais je dis mais si il y a un joueur qui a un nom Bijol, et moi je dis mais il sait pas prononcer Bijol, il dit Bigelow, mais je dis non il joue aux Pays-Bas, Bigelow. C'est qui Bigelow? Bon voilà, Baylo. Voilà, quand c'est IJ, c'est hey, c'est comme Wijnaldum, non, c'est Wijnaldum. Voilà, est-ce que t'as encore un exemple, Marie, avant de terminer, comme ça il y a le Verskaren, moi, les Verskaren ou je sais pas quoi, là, les Schkoff. Non, parfois, tu sais, je pense à faire une vidéo tuto des prononciations juste pour les joueurs Sorare. Écoute, si tu veux, je veux bien y participer, on va rigoler. Let's go. On le publiera sur Média Sorare. Ok. Écoute, pour terminer, j'ai encore une toute dernière question.
si tu avais un conseil ou plusieurs conseils aux managers, à nos auditeurs. Vas-y, ta carte blanche. Ne pas se jeter bêtement, je le répète souvent. Essayer d'avoir sa stratégie, de pas acheter des cartes et puis penser à cette stratégie, non, penser à la stratégie au préalable. Essayer de rester sur des championnats qu'on maîtrise, où on a les informations. Et puis la qualité, ne pas commencer à essayer d'aller chercher plein de petits joueurs partout, de futures pépites. Ça peut être une stratégie, mais quand on a un petit budget et que l'idée c'est d'être performant en SO5, non, il faut prendre des joueurs réguliers qui seront titulaires, qui font des scorings assez équilibrés. Et je pense que c'est des bons petits conseils pour commencer en tout cas. Je valide, Marie. Merci beaucoup pour ta participation et ta bonne humeur, parce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui soit tellement passionné. On sent la passion quand tu parles. Et écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée, des belles Game Week, et je pense que je serai un peu plus sur ton Twitch parce que c'est gay, pas en bruit de fond mais en son principal, parce que c'est chouette, il y a de l'animation, il y a de la passion, et c'est top d'avoir quelqu'un comme ça dans la communauté. Merci à toi, Marie. Écoute, un tout grand merci pour l'invitation, c'est passé super vite, et hésite pas, si tu veux me réinviter, j'ai 2-3 petits sujets dans le sac à dos, donc avec grand plaisir en tout cas. Écoute, on en parlera en coulisses. Merci, salut. On remercie encore notre invitée Marie alias Marie LBI. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar ou en allant directement sur le site de mediasorar.com. Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de PRPLZ aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Mediasorar et le mien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards comme d'habitude. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.